Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. Dernier jour de notre semaine anniversaire, c'est-à-dire l'occasion de nous pencher encore une fois sur ce quart de siècle de rire et de délire avant un avenir que nous espérons encore plus hilarant. Voici vos grossettes. Grâce à lui, les petits voyous de la rue ont aujourd'hui autant de vocabulaire que les grands voyous de la radio. Jean-Jacques Perroni. Sous ses airs de pas y toucher, il charcute cruellement ses victimes. Jacques Maillot. Il nous a plu par sa jeunesse, par sa folie et parce qu'il était plus porté sur l'Afrique que sur le fric. Éric Logérias. Comme Mae West était la petite fiancée du monde, elle est la princesse chérie de toutes les grosses têtes. Macha Merrill. Ses idylles avec les demoiselles ne durent guère plus longtemps que ses records automobiles. Vincent Perrault. Il aura servi d'un même cœur Molière, Feydeau et les petits vins de pays. Francis Perrin. Son cœur est immense, sa boutique est hertzienne et sa bosse du commerce ronronne sous son bandage hernière. Pierre Bellemare. Comédien, metteur en scène, directeur, restaurateur, présentateur, mémorialiste, journaliste et malgré tout grosse tête à part entière, Jean-Claude Brialy. Quand il grimpe en danseuse la côte de Chaville, ses amis savent qu'il ambitionne davantage de servir la petite reine que de devenir reine du Muguet. Jacques Bellutin. Il a le talent de Rému, la démesure de Pierre Brasseur et la mobilité de visage d'un Popeye qui aurait forcé sur les épinards. Michel Galabru. Ah, c'est encore une belle chambrée, vous savez. Oh là là, quand je vous vois réunis comme ça, tous ensemble. Et puis vous savez, on va la savourer parce qu'il paraît que c'est la dernière de l'anniversaire là, de la session. Ah alors, bah oui, mais là... ça c'est toute proportion gardée et ma modestie dut-elle en prendre un sacré coup. Ça me rappelle un peu la scène, vous savez. Oui, qui est Judas. Les disciples. Alors il y a une femme parmi les apôtres. Vous avez remarqué que c'est moi qui ai le grand rôle là. Ici, oui, t'as les cheveux longs, c'est normal. C'est Marie-Madeleine ou... Oui, je m'appelle Marie-Madeleine, c'est mon vrai nom. Il y a de ça. Mais une femme à laquelle je vais faire de la peine avec la première citation que nous envoie Monsieur Lotus. Il vous l'a envoyé sur un papier. Oui. Ah, il est pas au bout du rouleau. Qui a dit « Dieu, dans sa divine prévoyance, n'a pas donné de barbe aux femmes parce qu'elles n'auraient pas su se taire pendant qu'on les eut rasées. » C'est Sacha Guitry, ça, non? Non, pas du d'hier, tout. ça. Alors parmi les grands misogynes qui on a, on a Oscar Wilde, on a qui on a encore et dont on reparle beaucoup parce que Victor Hugo. Non, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas parce qu'on le change de dernière demeure. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est pas vrai, les femmes sont pas plus bavardes que les hommes. Non, je trouve au contraire justement que les hommes sont devenus très très bavards. Il faut les écouter à la radio, à la télé, hein, c'est fou. C'est depuis que les femmes sont devenues très très couillues. Eh ben oui, bien pour sûr. faire un équilibre. Alors c'est l'histoire d'Adam qui s'emmerde parce qu'il est tout seul au paradis. Alors Dieu lui dit, bon écoute, je vais te fabriquer une femme, tu vas voir, ça va être formidable. Alors il lui fabrique une femme et il lui dit, alors elle te plaît? Et Adam dit, ouais, mais pourquoi est-ce qu'elle a ses cheveux là comme ça tout frisés et qui pendent? Mais ça c'est pour te plaire.
Et pourquoi est-ce qu'elle a des trucs pointus là devant, des choses? Mais ça, c'est pour que tu t'accroches. Et dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle est si bête? Ça, c'est pour que tu l'aimes. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Voilà. C'est vrai qu'elle est, elle est à la fois correcte, cette blague, et extrêmement mignonne, dit bien ce qu'il y a à dire. un peu attendrissante, Oui, Voilà. mais elle balance bien sur les mecs quand même. et sûrement vrai. Oui, oui. On en prend un bon coup dans la gueule. Il y a beaucoup de réalisme là-dedans. Vous vous souvenez des blagues qu'on racontait avant, hein, Ah oui, c'est autre chose. Des trucs. J'ai honte, hein. Les jours où Macha n'est pas là, on les raconte encore. C'est pas l'innocent. C'est vrai. Il est bon de rappeler le petit bréviaire du parfait candidat à la présidence de la République, parce que ça, on l'a pas assez dit. D'abord, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Voilà. Oui. Déjà, Moi, il y a une chaque fois- sélection Oh là là. naturelle. Moi, je peux pas parce qu'à chaque fois que je demande un extrait de casier, on me donne 12 bouteilles de rouge. Ensuite, il faut avoir au moins 23 ans. Ça, bon, vous répondez. Il fallait, parce qu'aujourd'hui, il va falloir modifier cette disposition de la Constitution, avoir satisfait à ses obligations militaires. Ah bah oui, Arlette Laguillet, et alors elle n'a maintenant, pas fait c'est son fini service. Moi non plus. Alors, elle est en Israël. Et il faut avoir fait publiquement état de sa volonté de se présenter pour que les électeurs soient sûrs qu'on n'est n'est pas pas poussé, menacé, on n'est pas on forcé. n'est pas forcé d'y aller. Bien sûr. Faut être marié, non. Non, non, On non. peut être célibataire. Alors il faut aussi déposer une déclaration de patrimoine. Aïe, 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 aïe. Et les emmerdements, comment? Il faut être solvable en quelque sorte. Alors, Qui sera rapproché en fin de mandat d'une autre afin de constater qu'il n'y a pas eu L'enrichissement personnel. Voilà. Donc ça sert à rien d'avoir le pouce qui fait pivot et les doigts qui font râteau. Et dites, on ne parle plus de la jeune Cindy Lee qui avait fait son parti du plaisir et qui voulait se présenter. Eh bien, alors, quelles sont les nouvelles? Elle sera mardi prochain notre invitée d'honneur. Ah, parce que vous savez que, Philippe, je vous dis ça comme ça, mais je connais très bien cette jeune fille que j'ai connue il y a quelques années. Alors si vous la connaissez très bien, c'est plus une jeune fille. Ah bah oui. Mais je la soupçonne, elle l'était déjà plus à je ce sais moment-là. par quel canal tu la connais. Parce que je la connais bien. Comment ça, par quel Canal canal? Elle vous a laissé un bon souvenir? J'ai eu beaucoup de plaisir dans son parti. Danser, enfin, on a pris beaucoup de plaisir. Oui, oui, oui. Mais vous avez adhéré combien de temps à son parti? Une nuit. Ah bon? Vous dites quel est notre invité quand? Mardi. Mardi? Ah ben il faut que je mette Et un on slip peut- propre alors. Voilà le macho. Oh là là Donc là là. si on veut lui apporter sa signature, faut venir avec son stylo. oui, Hein, c'est ça. Oui, tu peux payer en liquide. Ouais, ouais. Écoutez, elle est charmante et elle accepte de faire don de sa personne à la France. c'est fort. Il faut quand même en Et à profiter. Vincent. Ah oui. Question de Madame Courceau. À qui doit-on le livre des positions? C'est Kamasutra. Hein. Eh non, Ah bon. Ah non, il y a Le livre Ah, des positions. C'est un français? Le livre de quelle ça n'est position? pas un Français. Un Le italien? Kamasutra Non, Un italien? non. Non. Non, mais c'est le livre des c'est positions du Confucius. tireur allongé Non. visant une cible à 1000 mètres ou est-ce que c'est C'est les Confucius. Non, c'est bien ça. Ce sont des positions, mais ce ne sont Amoureux, pas c'est celles-là. C'est chinois. C'est Oui. Confucius. C'est chinois. Non, Là au-dessus. C'est latin. non. C'est C'est russe. grec. C'est quelqu'un de très connu, mais bon, on connaît moins son œuvre que sa personne et ses exploits. Socrate. Il s'agit bien des positions amoureuses. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Mais si- Ça, je m'en doutais. Ça, non, Ah, non. c'est un grand chef d'armée. C'est un grand chef, C'est si l'on Vauban. veut, mais pas d'armée, non. Enfin, il avait quand même pas mal de gens sous ses ordres. Hein. Cuisinier. C'est un cuisinier. Non. Non. Attendez, si on Un trouvait ça- ecclésiastique. Parce que Un architecte. Non, Si on trouvait sa nationalité, ce serait quand même plus agréable, non? Il était américain. Il est grec? Non, non, non. Allemand. non, il est européen. Il est vivant encore? Russe. Il est Non, russe. oh, il est mort. Espagnol. il y a longtemps. Napoléon. Anglais. Il est russe. Non, Alexandre. Mais espagnol. Espagnol. Cervantes. Charles Cervantes. Salvador Dali. C'est un marin. le général Franco. C'est un marin. C'est un navigateur. C'est un marin. Christophe Colomb. C'est Christophe Colomb. Et voilà. Bonne réponse de Pierre Bellemare et puis des autres, On a frôlé s'ils le le mandat, quand même. revendiquent. Finalement, l'ancêtre du GSM.
Oui, Hein, c'est c'est un ça. peu ça. Oui. C'est un recueil d'esquisses qu'avait tracé Christophe Colomb à la veillée sur la position des nouvelles îles qu'il venait de découvrir. Oui. Voilà. Et d'un marin à l'autre, nous allons rejoindre Kersozon un jour Quel enchaînement. où il s'en était pris à Jean-Claude Brialy, qui d'ailleurs ne s'était pas laissé faire du tout. Oui. Mais il est aristocrate. Sa famille remonte à, je ne sais plus, Elle a remonté qui, sa 3000 famille mètres. elle remonte Bon, écoutez, à... vous n'allez pas m'emmerder avec ma famille, parce que sinon, moi, je vais vous emmerder avec ce qui vous a servi à fabriquer la vôtre. À côté de moi, vous n'aurez pas l'air intelligent, mais vous aurez l'air distingué. Le marin, n'en parlons pas. Le capitaine, si ça vous écorche pas le bec de lièvre, on en Ah, vous êtes capitaine? Ouais, justement. Il met ses galons où, dans sa culotte? Enfin, si je les mettais dans la vôtre, il serait pas en bonne compagnie. Je suis commandant, moi. Et j'ai un père colonel. Il a dû s'arracher les médailles en voyant le berceau. Il y avait eu un bel échange, hein? Ah, ça fuse. Vous vous souvenez de ça? Je l'aime bien, Kersozon. Il va à voile et à vapeur, il est bien. Vous l'avez affronté souvent avec beaucoup de courage. Oh, non, hein. moi je l'aime beaucoup parce qu'il est drôle d'abord. Et puis il est courageux. Tiens, les navires anglais changent de sexe. Oui. Vous savez, on disait she. Oui, oui, oui. Eh ben maintenant, ils ont droit au sexe masculin. Ah, Voilà. alors bon. Eh oui. Oui. C'est une nouvelle qui intéresse tout le monde. Ouais. Alors, C'est important parce que très longtemps, par snobisme, on faisait la même chose en France. On disait la Normandie, par exemple, pour le paquebot célèbre. pas pour le département. D'où l'expression j'irai revoir ma Normandie. Voilà. En réalité, c'était le bateau. Mais à l'époque où La tout le France, monde oui. parlait anglais, où tout le monde naviguait sous marine, pavillon c'est anglophone. britannique, on disait chi partout. Chi partout. Et- Ouais, vous êtes fier de celle-là, Je Philippe? dois être content de celle-là. Ouais, vous êtes fier de celle-là, Philippe? Parce que vraiment, il n'y a pas de quoi. Hein. Mais aujourd'hui, on dit le pour tous les bateaux en France, sauf la Jeanne, qui est toujours au Ah oui, la féminin. Jeanne. Ah oui, la Jeanne. Non, moi je dis, je vais monter dans la bateau et zou pour la Maroc. Moi je dis souvent ça. Allez, zou. L'emblème de... Mettez la moteur à fond. Et on dit le sentinelle, alors on dit aussi le... Non. Ah non, non. On dit le Charles de Gaulle, on va pas dire la Charles de Gaulle quand même. Respect. Ou alors la tante Yvonne. Oui. Ouais. Vous avez navigué sur quoi, le Charles de Gaulle? Non, sur la tante Yvonne, c'est plus agréable. C'est un bateau d'escorte, la Tante Yvonne. Il y a le Charles de Gaulle et il y a la Tante Yvonne qui est un aviso. C'est un bateau Mais on d'escorte. dit toujours Et il y a la Jeanne d'Arc aussi, qui est un bateau école. hein. Oui, la Jeanne. Très très beau bateau, oui. Ah oui. Madame Cauchois-de-Guéret demande dans quelle pièce de théâtre trouve-t-on la recette de la tartelette aux amandines? Eh oui, bonne réponse de Francis Perrin et de Michel Galabru. Est-ce que vous vous en souvenez de ce passage? J'ai bien entendu. Lui, il a joué. Il a joué. J'ai joué. Ragno. C'est Ragno. Ah, le texte, non. Et ce sont les tartelettes amandines, voilà. Ouais. Versez quelques-uns, versez ce que vous pouvez, et ce sont les tartes amandines. C'est tout ce que je me souviens. Ah oui, parce que C'est déjà pas mal. Oui. On va pas Et le reprendre vous, ce soir, Francis, Ah non, moi, ça j'ai va jamais- pas plus loin. Non, non, moi j'ai jamais joué. Oui, oui, moi, Ragno, c'est pas mon Ragno, de toute emploi. façon, oui. Faut dire qu'il y a 1800 verres, hein, alors... Ah, Cyrano, je peux, mais. Non, Cyrano, je peux, mais. C'est pas Ragno- ma mère qui aurait... Enfin, 1800 1800 verres dans le rôle titre, mais c'est pas lui, c'est Ragno qui doit donner Oui, oui, c'est Ragno. la recette. Enfin, que Michel Galabru a interprété magistralement. Magnifiquement, brillamment. Et je m'en souviens absolument pas. Et qui c'était, Cyrano? Sorano. Ah, c'était Sorano. Daniel Oh là Sorano. là, Magnifique. Magnifique, magnifique. Daniel Sorano. Quand on tournait, c'est Claude Barma qui avait Oui, tourné mais ça. il avait joué au TNT. Sublime. C'est pas vrai? Non, il a jamais joué en scène. Non, jamais. Sorano, non. Non, non. Non, il fait la Il a c'est joué fou, que ça. pour la... en direct à la télévision. pour la- En direct, En des direct. frères. C'était Françoise et moi, Christophe. je jouais Raguenaud. Voilà. Et donc, j'arrivais avec le carrosse, là, plein de victuailles. Voilà. Le Au premier siège jour, d'Arras, ouais. c'était supportable. Le deuxième, ça encore. Le troisième, ça s'est mis à se décomposer.
C'était intenable au point de vue odeur, et je devais jeter les volailles, et donc je me tournais comme... C'était affreux. Ça puait de partout. Des chairs en décomposition. Il fallait leur jeter ça en leur disant « Mangez !» Et il chopait des volailles. Bon, il y a eu une histoire qui est vraie, alors, à la Comédie Française, parce que tout de même, je l'ai vécu. Il y a un moment, au siège d'Arras, justement, quand De Guiche, c'était Jean-Pierre qui jouait Cyrano, et De Guiche joué par Georges Descrières, on jouait les cadets, les du conservatoire et certains sociétaires. Et il y a eu un des sociétaires qui, dans le siège d'Arras, avant que Georges Descrières, qui jouait De Guiche, rentre, lâche un vent. Mais vraiment, un beau, hein, et Georges Descrières rentrait pour et on planquait tous les victuailles. Il fait mais qu'est-ce que ça sent ici? Alors là, il y a eu quelques cadets gascons qui sont partis à quatre pattes en coulisses. Parce qu'il y a eu tout de même, là ça a été très très dur. Ça, parce qu'il n'avait pas entendu, lui, bien sûr. Et, ouh là là, ça a été... Déjà le fou rire était très fort après Je crois que Jean-Pierre Coff a fait du théâtre à ses débuts. Ah bah lui c'est un spécialiste. Il a au cours Simon ensemble avec Jean-Pierre. Il était professeur de paix, hein, de toute façon, hein, Jean-Pierre. Hein, ça... Juge de paix, il a été oui, après. Juge aussi. Oui, après... Dans les compétitions. Il était très dur. Hein. Mais il y a une histoire qu'on raconte aussi sur les cadets de Gascogne, c'est quand Charon et Hirsch étaient jeunes élèves au conservatoire et qu'ils jouaient, ils allaient cachetonner aux Français. C'était André Bruno qui jouait. Voilà, ils faisaient les cadets de Gascogne et il paraît qu'ils faisaient des concours à celui qui mourrait le plus lentement et le plus près du bord de la Seine. Donc parfois ils mouraient et les sociétaires s'arrêtaient de jouer. Ils attendaient qu'il meure et ils l'ont fait 2 fois, après ils se sont fait virer. Ah oui, quand ça dure 20 minutes, c'est long quand même. Quoi. Vous êtes déjà mort en scène ou devant une caméra, monsieur Galabru? Oui, je suis mort, oui. Devant une caméra, oui. Il y a 2 jours. Ah bon? Oui. C'était une nuit épouvantable. La résurrection est arrivée plus vite que celle de qui vous le savez, non? Qui C'était lui, ça demandait 3 jours. Après Pâques, tu sais. Lui avait des relations. Moi j'ai assassiné ma femme il y a 2 nuits, non? C'est Claire Morier qui fait ça, je lui mettais le canon de chasse dans la bouche. Ah oui, c'est efficace. Et alors, la tête devait gicler, puis après, je mettais le canon dans ma bouche à moi, et dans le scénario, il y avait écrit la tête gicle partout. Alors j'ai dit au metteur en scène, mais comment vous allez faire ça? C'est la tête qui va gicler. Et il m'a répondu, mais mon pauvre ami, c'est peut-être votre dernier film. Dans Le Juge et l'Assassin, vous mourrez? Oui. Jean-Claude, jamais de mort? Si. Moi, je me suis suicidé 3 fois dans Le Juge et l'Assassin avec Michel. Oui. Et puis, je suis mort dans Monte Cristo aussi, plusieurs fois. C'est difficile de mourir comme ça? Je vis en amateur, quoi. Je répète. Oui. Non, ce qui est emmerdant, c'est qu'il faut pas respirer. Voilà. Quand il vous pose la caméra sur la gueule mort. Et l'œil vitreux. Fixe et vitreux. Et surtout, ne pas avoir de mouvement du ventre. Et quand on l'a un peu rebondi comme le mien, il est très surveillé. Moi, dans mon premier film, Églantine, Valentine Tessier avait 80 ans, et je disais aux enfants, on tournera La mort de la grand-mère le dernier jour pour pas l'impressionner. Et j'avais dit à Valentine Tessier, vous savez Valentine, quand une actrice ou un acteur meurt au cinéma, ça prolonge de 10 ans. D'ailleurs, elle est morte à 90 ans. Alors, elle avait une très grosse poitrine, elle avait peur qu'on voie sa respiration. Alors je me dis, mais ça n'a aucune importance parce que pour le petit garçon, vous n'êtes pas morte. Alors si on voit que vous respirez, ça sera très très joli. Et le petit garçon qui, au bout de 15 jours de tournage, en avait ras-le-bol du film, me disait tous les jours, quand est-ce qu'elle va mourir, la grand-mère? Non mais c'est amusant, j'avais demandé à Pierre Freinet de jouer le rôle du monsieur, et il m'avait répondu une très jolie lettre, cher camarade, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais j'ai vu dans le scénario qu'il y avait un baiser, alors c'était un baiser
du vieil ami de Valentine qui venait l'embrasser sur le front. Et dans ses contrats, il ne devait jamais embrasser aucune femme. Je dis, mais enfin, monsieur Freinet, c'est pas un baiser sur la bouche. Parce qu'il voulait pas de scène d'Yvonne Printemps. Absolument. Et c'est Claude Dauphin qui a joué le rôle magnifiquement. Et qui embrasse. Moi, je suis jamais mort. Non, je suis jamais mort, mais j'ai joué une pièce une fois avec un camarade qui, donc, mourait. Et un soir, je lui dis, parce qu'il n'y avait pas de rideau et on saluait à la fin, donc on était 5 comédiens, et lui se relevait, donc, et saluait. C'est bien quand le mort vient saluer à la fin. C'est toujours bien. Et là, je lui dis un soir, on va tout de même foutre un coup au spectateur, tu vas rester étendu et pas bouger, et nous, on va saluer. Et on l'a fait, c'est extraordinaire, parce que la pièce se termine, donc lui, il était allongé par terre, on revient les 4 pour saluer, on salue, et lui ne se relève pas. Et les applaudissements ont commencé à diminuer, et on est parti, et on l'a laissé sur la scène. Et les gens sont partis. Mais non, il est vraiment Non, mais c'est un peu quand quelqu'un meurt dans la salle pendant que vous jouez. Moi, ça m'est arrivé une fois. À la puce à l'oreille. Un monsieur qui riait tellement, il a eu une crise cardiaque, il est mort. Écoutez, la tradition veut que pour la première représentation du Chapeau de paille d'Italie, il y ait eu un mort de rire dans la salle. Mais c'est beau de mourir de rire. Ou comme la Queen Mary, mourir dans son sommeil l'après-midi après avoir bu un peu de gin. Regardez, non, mais c'est vrai que les gens... Le père des 3 gros qui est mort à table avec ses copains. Il y a un de ses copains qui lui a raconté une histoire un petit peu leste. Et il est parti d'un éclat de rire fulgurant et il est mort. C'est plutôt une belle mort. C'est formidable. Avec un Armagnac. Mourir dans un éclat de rire. Mais dans le Dindon, là, qu'on joue en ce moment de Fédo, il y a tellement des rires dans la salle, à un moment, on se dit, mais attends, mais vraiment, ils vont crever, hein. Il y a des gens qui... C'est peut-être quelqu'un qui touche quelqu'un. Non. Ça, c'est possible aussi, les deux. Michel Serrault m'a raconté que pendant la cage aux folles, le théâtre entier vibrait tellement les gens riaient, et qu'il y avait des gens qui tombaient sous leur siège. Ah oui. Moi, j'ai vu des gens tomber. Ils glissent sous le fauteuil. Ah oui, moi, j'ai vu des gens tomber. Et la cage aux folles, à la générale, durait, je crois, 2h05. Et à la 100e, 2h20. Oui, parce qu'ils avaient 3 versions en plus. Hein. Ils avaient la version longue. Ils rajoutaient des choses. Ah oui, que du beau monde pour les 25 ans des grosses têtes de Philippe Bouvard à Bobino. Là, nous retrouvons Jacques Balutin, Macha Merrill, Michel Galabru, Jean-Claude Brialy, Jean-Jacques Perroni, Vincent Perrault, Éric Logérias, Jacques Maillot, Pierre Bellemare et Francis Perrin. Je voudrais vous faire réentendre un grand numéro de Jean-Yann sur un ministre de l'Intérieur nommé Bonnet. Monsieur Fiévrez de Lille pose une question intéressante. Il vous rappelle que monsieur Christian Bonnet est ministre de l'Intérieur. Vous savez sans doute. Je vous donne ma parole que non. Christian Bonnet. Bonnet. Il dit, la Bonnet. Oh, ministre de l'Intérieur? Non, des noms Poniatowski, d'accord. Mais Bonnet. Ça n'existe pas, ça. J'y crois pas, ça. Et le ministre de l'Intérieur, il n'a pas le droit de changer de nom? Bon, il pourrait s'appeler, je sais pas, moi, Gérard Mousolier, mais enfin, vraiment, Christian Bonnet. Ah non, ça, c'est vraiment... Franchement, il a raison. Mon camarade a raison. Je sais pas qu'on est ministre de l'Intérieur, merde, alors... Faut pas exagérer non plus. Alors, on n'est pas en France pour... Alors, on est là et on fait son service militaire de 1940... de je sais pas quoi, guerre d'Algérie, des trucs comme ça, et on va au collège Chaptal et on se fait chier pendant des jours et des jours pour avoir un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Christian Bonnet. Alors... Je veux pas m'énerver, mais alors, il y a des limites, hein. C'est n'importe quoi, alors. On s'étonne que les mômes soient en moto à faire n'importe quoi. Est-ce que le radium a été découvert par Pierre et Marie Bonnet? Hein? Est-ce que la tuberculose a été vaincue par un type qui a découvert le bacille de Bonnet? Est-ce qu'il existe une seule sainte française qui s'appelle Bernadette Bonnet? Grand
moment que vous pourrez retrouver, parce qu'on ne s'en lasse pas, dans le disque anniversaire des grosses têtes, le disque aux 421 éclats de rire garantis. Là, voilà. C'était du bon, du bonnet. Ça, vous me direz que ça n'intéresse pas tous les touristes, mais enfin, vous qui êtes des grands voyageurs, surtout Monsieur Bellemare, qui a aujourd'hui une saharienne, et qui... Non, pas du tout, mais c'est pas grave. C'est une veste. Ça, c'est une sorte de blouson, ça. Non, vous n'avez jamais vu de saharienne de votre vie, mais c'est pas grave. Astiquez vos lunettes avec autre chose qu'une mode de beurre. Je vais me lever pour que vous voyez où ça arrive à la taille. Voilà. Oui. Ça, vous voyez, c'est pas une saharienne, ça, quand même. Non, c'est bon. Ça cache à peine. Ah, mais non, on voit les couilles. Oui, c'est une mini-jupe. Non, c'est parce que... Il n'y a pas les grandes poches de la saharienne, il n'y a pas tout ça. Il y a 43 touristes qui ont été dévorés depuis 3 mois par des crocodiles du lac Victoria. Ah oui, faut y aller. Faut y aller déjà. D'appétit. Il faut y aller quand même. C'est où le lac Victoria? Le lac Victoria, c'est quand même en Afrique. En Afrique, c'est les sources du Nil. Oui. C'est dans un endroit pas très facile d'accès maintenant. Non. Non, il faut dire que la tribu des Gwandé qui habitent autour du lac en avait assez de perdre ses enfants, ses femmes, ses vieillards bouffés par des crocodiles. Alors, il leur file les touristes. Donc voilà, il leur donne des touristes à bouffer maintenant. Ce qui veut dire, viens, je vais te montrer un coin très sympa, une petite plage au bord du lac. On va te prêter une serviette et un maillot de bain. Vous êtes sûr? Vas-y, plonge. On a organisé. Tu as vu, il y a une petite jetée avec un plongeoir au bout. Vas-y. Tu vas voir, c'est sympa. L'eau elle est à 24 degrés. C'est ce qu'il vient de lui dire. Alors le touriste, il fait. Ah. Et il plonge. Oui. Et un de plus pour les crocodiles. Un pour la folie. Là, il n'y a qu'une femme qui a été épargnée parce que, bon, il y a un jeune crocodile qui se préparait à la manger et puis un vieux crocodile est arrivé et lui a dit... Tu vas pas manger Madame Lacoste. Mais on avait eu peur et chaud. Hein. Ah, mais moi j'ai offert un sac à main en croco à mon épouse et il sent le touriste un peu. Ah, ouais. Ça transpire un peu. C'était à Lacoste. Après la déclaration de Lionel Jospin sur le cannabis, qui est une déclaration électorale importante... Hein. Il prend du cannabis. Vous avez vu les yeux que ça lui fait? Il dit que quand à en prendre, il vaut mieux en prendre chez soi qu'en prendre ailleurs. Oui. Il doit aspirer trop fort. Il a dit une connerie, il vaut mieux fumer un pétard chez soi que de boire un coup avant de conduire. Que de boire un coup avant de conduire. Et sur France 3, il a dit, et l'inverse est vrai aussi. Donc ça m'a laissé très perplexe. J'ai pas trouvé encore. Non mais attendez, on prend rarement le volant chez soi après avoir fumé un pétard. C'est sûr. Ou alors faut en avoir fumé 2 ou 3. Oui. Et les rideaux avec. Hein, oh là là. Le gars qui a garé sa bagnole dans le salon quand même. Ouais. Sylviane, pense-moi le volant, ta gueule c'est l'assiette. Vous voyez le bordel chez les Jospin. Alors ça a donné quand même à des médecins l'idée qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à présent, donc ça sert à quelque chose, de comparer les effets sur l'homme, sur le conducteur, du cannabis et de l'alcool. Et alors, attendez, je suis un spécialiste moi là. Moi, je conduis pas, je fais que du vélo. Pour aller au bistrot et en revenir. Je peux boire et fumer un pétard et ramener le vélo, hein. Oui, à pied, à côté. Sur le dos. Non. Si tu ramènes la safrane sur ton dos à la main, c'est pas facile. Mais je ne conduis pas, j'ai le vélo. Tu es impur. Il n'y a pas de problème. Alors, il vaut mieux fumer un pétard que de boire un coup. Oui, alors, les scientifiques vous donnent raison, monsieur Perroni. Évidemment, je suis un cobaye moi-même. Vous êtes plutôt un fœtus, parce que vous êtes toujours dans l'alcool. Pourquoi? Vous voulez dire que je suis une fausse couche? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu en testant des cobayes que celui qui avait fumé un joint, il était assez lucide. Il savait qu'il avait fumé un joint, qu'il fallait qu'il se méfie, mais il n'arrivait pas
à rester sur le bord de la chaussée. Non, c'est parce qu'on rit quand on a fumé Il un roulait pétard. toujours au milieu de la route. Parce qu'on rigole quand on a fumé un pétard. On aurait fait fumer un pétard à Alési, et ben il aurait roulé au milieu de la piste, pour une fois. Au lieu de rouler dans le sable. Et Monsieur Paul Et Monsieur Paul, il ratait, il passait au milieu du tunnel. Alors, ceux qui ont, en revanche, bu de l'alcool, eux, ne sont pas du tout conscients de leur état. Et alors, eux, ils font de grosses bourdes au volant. Ben évidemment, parce que quand on a bu de l'alcool, on vomit. Donc, quand on vomit, ça, on baisse la tête. On peut plus tenir le volant, vous voyez. On voit plus ce qui se passe sur la route. C'est pour ça que l'alcool est plus dangereux que le pétard. Et alors, on a fait une expérience où on avait demandé au conducteur de fumer un joint avant de boire de l'alcool. Ah oui. Et alors, il a pris le volant? Il trouvait plus la bouteille après. Non, mais... J'ai désembardé, mais au milieu. Tout de suite, un petit flash sur Kersozon et Popol Kersozon. Vous parlez de mon sexe d'une façon qui me répugne. J'adore mon sexe, on vit ensemble depuis longtemps, on sort beaucoup ensemble. Tu sais que ton sexe nous répugne aussi. Monsieur de Kersozon, est-ce que vous l'avez déjà rattrapé depuis le temps que vous courez derrière? Si vous continuez à me parler mal, je vais vous faire courir devant, vous allez voir. L'horrible sensation d'être poursuivi par un bulldozer. Non, plaisantez pas avec ça. Hein. Le sexe est un appareil de grande taille, bon, c'est vrai, qui nous a été donné par Dieu pour s'amuser, nous, avec les copines, mais c'est tout. Il faut pas abîmer cette image du sexe qui est un engin délicieux. Taille, c'est vrai, je le répète. Vous avez pas l'impression que vous tirez un peu dessus, là? Oui, mais vous pensez qu'il faut mettre toute sa fierté dans les dimensions? Oui. Il n'y a que là que je peux la mettre, ma fierté. J'ai une immense fierté, donc il me faut d'énormes dimensions pour la mettre. Non, mais on parle de sexe, moi ça me gêne vachement, parce que je sais que vis-à-vis des autres, c'est pas juste. Écoute, on l'a... C'est une inégalité que les socialistes risquent de vouloir encore supprimer. Tu vas te faire taxer, là. D'ici qu'ils me passent à la machine à couper, non. Moi, je veux pas qu'on parle de sexe. Mais à partir de quand vous vous êtes aperçu que vous étiez particulièrement gâté par la nature? Petit, j'ai failli mourir étouffé. Ah, il est intarissable là-dessus. Mais, ma chère Meryl, est-ce que ça n'est pas assez courant chez les hommes, cette bande-annonce, si l'on peut dire, Oui, ça, du jumeau où est juste. le séducteur essaie de vanter son matériel? Oh non, on ne parle pas de technique. Non, on parle de sentiments. Et puis... Et puis on la sort après. Et puis si... et si on est bien équipé, c'est plutôt mieux. Mais enfin, je crois que ça a beaucoup évolué tout ça. En plus, c'est à double tranchant, si je puis dire, puisque je crois que c'est Feydeau qui disait, en amour comme en chirurgie, on n'a pas intérêt à montrer ses outils avant d'opérer. Il y a un peu de surprise quand même. Oui. Moi, je dis toujours que j'en ai une petite, comme ça, elles sont agréablement surprises. T'attaques petit et tu finis gros. Voilà. Je Non, suis puis pas il existe vantard plein sur le d'autres sujet. choses. On peut faire beaucoup de choses. On a de ressources, beaucoup de ressources. Oui, non, mais enfin, il s'agit, si vous voulez, de vanter ses capacités, de se présenter sous son meilleur jour. Oh non, moi je dis que c'est une saucisse cocktail, vous voyez. Mais c'est vrai Comme que c'est les toujours hommes à l'heure de sont un peu l'apéro que ça se inquiets, hein, déclenche. c'est vrai. Ça inquiète les hommes, cette histoire-là. C'est dommage. Il faudrait qu'ils se calment un peu. Et c'est vrai que dans les films spécialisés, les dialogues, c'est rarement tu la sens ma petite, c'est plutôt tu la sens ma grosse, quoi. Ah oui. C'est plutôt porté effectivement sur la taille. Oui, mais enfin, le cinéma, c'est l'imagination, c'est le rêve. C'est la fiction, Oui, Enfin. mais bon, et chacun essaie de se faire mousser, si je puis dire. Oui, bien sûr. Vous n'allez pas nous entraîner sur le chemin de la salacité, quand même. C'est pas le genre. Et c'est comme la femme qui offre à son mari une paire de chaussons, comme ça, elle lui offre, voilà. Puis il se couche, comme ça, et dans le lit, puis le mari fait, ils sont beaux, mes chaussons, ils sont beaux. Oh, j'adore mes chaussons. Il regarde même mon sexe, il regarde mes chaussons. Et elle lui dit, bah, demain, je t'achèterai une casquette. Voilà. Elle est charmante. Vous êtes des modestes, messieurs Balutin et Galabru, sur ce plan-là? Modeste? Oui. Non, honnête, pourquoi?
Non, mais il vous arrive de faire des descriptions qui sont au-delà de la réalité? Non, pourquoi? Je suis pas complexé là-dessus, parce que grâce à Dieu et à maman... Et au vélo? Et au vélo? Le vélo, non. Le vélo, c'est sur la fréquence des rapports. Parce que vous savez que c'est très bon. Tous les cyclistes sont Ah ouais, les cyclistes sont des... Ah bon, ça fait un petit massage? Oui. C'est connu. Je croyais au contraire que Jacques était... Bon, Géminiani, ça est tous des grands queutards. Merci. Et Virenque aussi, un gros queutard. Pareil. C'est normal, c'est le vélo. Il a eu le maillot du meilleur grimpeur, lui. En plus. Non, mais... Tout le monde dit qu'il y a une grosse seringue, tout le monde le sait. Faut que je me mette à pédaler, moi, alors. Quoi, t'as pas encore commencé à alors. Mais on va t'introduire dans le milieu. Monsieur Jacques. Mais vous aussi, monsieur Michel, il vous est arrivé, surtout dans votre jeunesse, d'être lyrique sur cette partie de votre anatomie? Non, pas du tout. Je me suis abstenu de toute description. L'ayant assez petite, je ne me vante pas. Je me suis consolé avec des femmes qui me disaient que quand elles étaient trop grosses, ça les effrayait. Et ça leur faisait mal. Alors. Et il paraît qu'avec une paille, ça fait autant d'effet. À condition que vous mettiez la paille où il faut. Voilà, nous avons bien pataugé. Moi, j'aime beaucoup la phrase du boucher. Il y a un peu plus que le poids, je vous le mets quand même. Enfin, attendez, introduire une paille dans l'acte amoureux, il faut quand même que la dame soit assez snob, hein. Ça dépend comment on souffle. Et si c'est un cocktail d'orgeat? Mais non, l'important c'est le désir. Combien on désire. Et les intentions qui comptent. Il n'y a pas de... C'est l'affection. Mais bien sûr. Oui, non, mais tu es sorti de ton couvent il y a combien de temps, toi? Le problème que nous avons essayé d'ériger en débat, il n'est pas sans intérêt, se résume à dire, faut-il en parler ou pas? Voilà, or, comme ce qui distingue l'homme de la bête, c'est la parole. Oui. Ah, mais comment? On peut parler de tellement de façons différentes. Voilà, si ça introduit la poésie, la fantaisie. Moi, ça introduit toujours. Moi, j'ai un de mes copains qui a une très très grosse, mais vraiment un peu. Il est très embêté parce que. Bah oui, très embêté. Parce que. Il sait pas où la caser. Ah bah oui. L'invention des craquettes géantes, hein. Donc il faut bien, si on a du beau matériel, faut trouver. Mais Roland Toutain, qui était et Robert Dalban, ils faisaient un nœud avec leur. Oui, moi j'ai vu Robert. Et casser des noix, disait-il. Il y a des nœuds pour se souvenir. Et nous les retrouvons, les grosses têtes. Tenez. Une nouvelle qui va peut-être vous toucher, des organisations internationales de la santé ont répertorié 29 professions qui sont justiciables de dédommagement parce qu'elles sont exposées à des niveaux sonores exceptionnellement élevés. Alors, peut-être que la radio, à certains moments, entre dans ce cadre. En tout cas, le premier métier concerné, c'est celui de disque jockey. Et j'ai au bout du fil Jamel, bonjour. Bonjour, Philippe. Vous êtes donc DJ, comme on dit. DJ. Alors, quel âge avez-vous? 29 ans. Bon, est-ce que vous commencez à perdre un peu de votre acuité auditive comme tant d'autres qui exercent la même profession que vous? Eh ben en fait, moi ça va à ce niveau-là, mais il y a des DJ, c'est vrai qu'ils peuvent avoir quelques problèmes à ce niveau-là et qui peuvent avoir un peu des déficiences sonores et qui entendent assez mal, quoi. Et comment pouvez-vous vous protéger? Bah, comment on peut se protéger? On a un niveau sonore, on a des retours et on a il y a des sortes de, c'est comme des petites sortes de boules caisses. Chaque DJ, il y a des types d'appareils qui sont maintenant des choses qui se vendent. Comme les canonniers d'ailleurs. Les gars sur les porte-avions, ils ont ça aussi. Non, ils portent des casques. Mais ce qu'a l'air de dire Jamel, c'est que ça ne pose pas de problème qu'aux oreilles. Ça a l'air d'atteindre le cerveau et ça te rend un peu ma boule aussi, non? Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que certains DJ, c'est vrai, ça peut perturber à la longue. Ça peut générer une fatigue mentale à la longue.
Mais non, sérieusement, après, c'est à chaque DJ de faire gaffe, quoi, de faire attention. Combien de temps que vous faites ça? Ah, moi, ça fait un bout de temps, mais moi, je vous rassure, je suis tout à fait bien. Le pape, il a dû entendre les cloches trop fort. Il y a plusieurs genres de DJ différents. Ceux qui vont jouer de la techno ou de la trance, c'est vrai qu'eux, ils ont certains problèmes. Ah oui, là, c'est... Oui. Bien, en tout cas, bon, ça marche encore. On s'en félicite et prenez bien soin de vos oreilles. Merci, Jamel. Vous avez des musiciens de rock qui sont sourds maintenant. Pete Townshend, il est complètement sourd à cause de la sourdité. Ah oui, vous avez tout. Ah, quand Les Barthes décibels qui disait prennent. que le chemin de l'esprit passe par les oreilles, on en est loin, hein. Oui, mais il y a eu un scandale il y a quelques années. Un spectateur qui avait franchi, vous savez, dans les immenses concerts avec les chapiteaux entiers d'enceintes, il y a quand même une zone interdite. Un spectateur y était allé, je crois qu'il a perdu un tympan. Et il a gagné un procès contre, je sais plus, c'était Aerosmith. Il va perdre un tapin pour gagner un procès, ça vaut le coup. Moi, c'est pour ça que je n'écoute que des disques de Françoise Hardy. Tranquille. Je me rappelle, à ses débuts, le Tépaz faisait plus de bruit que le disque lui-même, donc c'était assez... Maintenant, tu peux tenter, Étienne Dao. Conférence de Monsieur Bellemare. Non, les installations que tout le monde achète actuellement, ce qu'on appelle le home cinéma, pour la télévision. Avec les enceintes devant, derrière, les basses. Quand on a tendance à mettre le son très fort, car en effet, il donne une sorte de relief à l'image. Surtout pour les films porno, c'est... Oui, non mais c'est assez étonnant. Écoutez, moi j'étais l'autre jour dans un endroit où je pensais que c'était calme, il y avait des enceintes partout. Faut dire que c'était une maternité. Oui. Jean Dutour, bonjour. Jean Dutour. Sous quel surnom, demande Madame Fontaine, connaît-on mieux Jacopo Robusti? Il Tintoretto. Oui, pourquoi l'a-t-on surnommé ainsi? Ça veut dire teinturier, là. Exactement, son papa était teinturier. Alors là, on peut pas rêver meilleure réponse. Bravo Jean Dutour. Une question plus littéraire de Madame Douchy. Lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois, après avoir échangé de nombreuses lettres, quel signe de reconnaissance Balzac avait-il imposé à Madame Anscar? Elle devait tenir tout son bras, un de ses romans, mais je ne me rappelle plus lequel. C'était ça, et d'ailleurs ça a été seulement ça, puisqu'ensuite elle a cédé à ses avances. Oui. Il n'avait pas à la mettre sous le bras. Voilà. Sur le coup, Vous pouvez me reprocher de ne pas être affiné, hein. Ah, vous savez, j'essaie de me mettre au diapason. Hein. C'est une deuxième bonne réponse de Jean Dutour et elle est d'autant meilleure que je ne sais pas quel était le titre de ce roman de Balzac. C'était le journal d'un parti de campagne. Bon, vous me réinviterez. En tout cas, c'était pas les œuvres complètes parce que la pauvre, hein. Ah, elles n'étaient pas encore complètes à ce moment-là, quand même. Monsieur Dutour, je voudrais vous dire que vous êtes, et ce qui n'est pas peu, toujours égal à vous-même. Alors, merci, bravo, à demain. Alors je me réjouis que nous ayons dans cette brillante assemblée la présence de Michel Galabru, parce que j'ai retrouvé, après avoir écouté des dizaines et des dizaines d'heures, des grands moments, des moments de bravoure de ces 25 ans de grosses têtes, un passage où il raconte les bides les plus mémorables. Je me souviens de bides extraordinaires qui sont très curieux. Par exemple, avec la Comédie Française, quand je faisais partie de la Grande Maison, on jouait le Dindon de Feydeau, pièce extraordinairement drôle. À Paris, c'était du délire continuel. On va à Anguien, à 12 km, avec la même distribution. Pas un rire. Ce sont des choses très curieuses. Et à ce moment-là, Fernand Ledoux, qui était un farceur, il était un homme très drôle et un très grand comédien, s'est mis brusquement, et là, ça m'a à débiter le CID. Et ils n'ont pas bougé non plus. Quelquefois, où il y a aussi la fosse d'orchestre, qui est terrible. Arriver à traverser cette zone, et le public est loin, donc il faut adapter son jeu. C'est toute une science. Et puis il faut qu'il soit sur nous, le public. Là,
Jean Villard l'avait très bien compris parce que il l'avait fait incliner pour rentrer dans le public. Ah, oui. Il avait incliné la scène pour rentrer dans le public. Mais il y a des inconvénients. On m'a dit qu'il y avait un cheval, c'est très curieux aussi. Un cheval qui pissait sur scène à une réplique précise. Et alors, comme le truc était en pente, ça allait directement dans le souffleur. On pourrait plus se permettre ça aujourd'hui, hein? Non, d'ailleurs, il y a presque plus d'entracte, mais c'est vrai qu'avant, les gens se promenaient, ça durait 30 minutes, et on changeait des décors énormes, ce qui permettait de pouvoir dire du mal de la pièce ou des acteurs. Mais Cécile Sorel, quand elle jouait le Misanthrope, elle avait 70 ans passés, et le metteur en scène lui dit comment vous allez faire pour dire j'ai 20 ans? Alors elle disait ne vous inquiétez pas. Et arrive la soirée de la représentation, elle dit chacun pouvait mettre l'âge qu'elle voulait. Mais est-ce que le bide ne donne pas des sensations assez extraordinaires de temps en temps? Regardez, nous avons un ami qui a longtemps fait les grosses têtes, qui est Pierre Doris. Ah oui, qui faisait Et rien ne l'excitait davantage qu'une salle qui restait sans réaction devant ses plaisanteries, hein. Oui, mais ce que dit Michel est dur quand même, parce que moi je me rappelle la première de La Puce à l'oreille au Marigny, Madame Popesco, qui en était la directrice, avait fait un gala très chic, et dans La Puce à l'oreille, pas un rire, mais rien. Mais c'était à tel point que on s'est mis à rire, nous. Il n'y avait rien. Et le lendemain, le public, celui qui payait, qui n'était pas invité, faisait un triomphe à la pièce. Mais ça fait un drôle d'effet. Enfin, je veux pas être méchant, mais Francis Perrin a créé la pièce à Monaco. Le premier soir, c'était c'était froid. Pour le dindon, oui. Pour le dindon. C'était vraiment parce que les effets ne se faisaient pas. Parce que où les gens ont peur de se laisser aller, voilà, ils se regardent, ils s'observent. Mais c'est arrivé un soir. Ou de perdre leur dentier à Monaco. Non, mais c'est arrivé un soir au Bouffe Parisien aussi. Il y avait tout un groupe qui avait pris, plus la moitié de la salle. Ils étaient devant. Et c'est toujours mauvais les groupes. Et ils ont pas ri, quoi. Je veux dire, alors qu'en haut, ça riait tout, mais ça. Et après, ils sont venus voir. Qu'est-ce qu'on s'est amusé? Je dis, dis donc, vous n'avez pas montré, hein. Non, mais il y a des gens qui s'oriorisent parce qu'ils regardent l'autre. Voilà. Est-ce que l'autre rit? Est-ce qu'il faut rire? Voilà. Mais à Monaco, c'est peut-être un peu particulier. Moi, je me souviens d'avoir assisté à un concert de Johnny Hallyday au Sporting. Donc, inutile de vous dire que tout le monde était quand même évidemment cravaté, la plupart des hommes en smoking et tout ça. Et à un moment donné, je connais quand même bien Johnny, je sentais qu'il n'y avait pas le retour de la salle dont il a quand même besoin. Et à un moment donné, il a demandé à l'orchestre de s'arrêter à la fin d'une chanson. Il a regardé le public et il a dit, voyez, mais très très sérieusement, vous me faites penser à mes premiers publics au casino de la Baule. Je peux vous dire que ça a jeté un froid, mais en même temps il a eu raison, parce que là on a commencé à voir les nœuds de cravate se détacher, les nœuds papillons enlevés, et il y a eu un vrai spectacle de rock'n'roll au Sporting de Monaco. Comme quoi, il faut aussi peut-être aller le chercher. Voilà. Mais vous avez il avait tout compris. Moi, je me rappelle d'avoir joué avec Marie-Belle une pièce de Félicien Marceau où les gens s'amusaient. C'était l'enlèvement de Femmes du Monde. Et un jour, les effets ne se faisaient pas. Je sors de scène un peu catastrophé en disant on n'était pas en forme, il y a quelque chose qui se passe, on culpabilise, on pense que c'est nous. Et Marie-Belle m'a dit, ils ne rient peut-être pas, mais ils écoutent, c'est mieux. Mais oui, moi je trouve que quelquefois quand ils applaudissent en cours de scène, ça dérange. Ah non, mais c'est pas ça, mais rire. Enfin, moi j'ai fait une fois un one-man show qui tout de même j'avais joué 200 fois, qui faisait beaucoup rire. J'arrive, c'était en Hollande. On joue donc à la mer où il y avait un public français qui comprenait le français. Et le premier sketch, rien. Deuxième, rien. Je commençais à transpirer parce que seul, en plus, il faut un retour, il faut que les gens rient tout de même. Bon. Et on finit le spectacle au bout de 2 heures, applaudissements, vraiment un beau succès. Et les gens viennent me voir après, on me dit, qu'est-ce qu'on s'est amusé? J'ai dit, écoutez, attendez, vous avez pas ri. Et ils m'ont répondu, on n'osait pas vous déranger. Mais oui, mais c'est beau, moi je trouve. C'est beau, il y a la beauté là-dedans. J'ai un souvenir comme ça à Menton. Je passais en tournée Carcinti et je rentre sur scène. C'est le théâtre de Menton, les sièges sont bleus, si les souvenirs sont bons. Et j'avais l'impression que la salle était vide. En réalité, elle était... Ils étaient habillés en bleu? Non, ils étaient tout petits. C'était vraiment des personnes très âgées. Et puis on a tous des points de repère. Et rien ne marchait. Et puis à l'entracte, je dédicaçais un bouquin. Et là, j'ai un spectateur qui vient me voir et qui me fait...
René Dorin, comment va-t-il? Je lui dis, il est mort, monsieur René Dorin. Ah, il est mort, oui. Et Pierre-Jean Vaillard, il nous a quittés il y a 4 ans, là, maintenant. Ah oui. Et Paul Colline, il est mort il y a une quinzaine d'années maintenant. Ah bon, très bien. Et Jean Rigaud, il est décédé aussi. Ah, il me dit, c'est pour ça, on ne s'amuse plus beaucoup aujourd'hui. Question de Monsieur Tabar. Qu'est-ce que la piloérection? C'est quand les poils se dressent. Donc, c'est ce qu'on appelle la chair de poule. La chair de poule, exactement. C'est pas du tout ce que vous pensiez. Et non pas une paire de choules, ce qui ne veut rien dire. À quelle occasion utilise-t-on, demande Monsieur Laszlo, le sel attique? Pour une douche? C'est comment? Quand on fait la fermentation lactique pour le vin? Non. C'est quand on fait respirer les sels. Le sel attique, ça s'écrit A-2-T-I-Q-U-E. Oh, ça vient de la Grèce. Oui. L'esprit, l'humour. C'est quand on recouvre une ville du sel. L'esprit, l'humour. Exactement, ça n'est pas du tout du sel. Ah, d'accord. C'est minable. Ah oui, c'est bien, Monsieur Michel. Mais c'est très connu, le sel. C'est très connu de vous seul aujourd'hui. Hein. Alors c'est l'humour grec. Oui. C'est pas de l'humour grec, c'est une plaisanterie fine et délicate. Ah bon, comme il y en a ici. Je comprends que vous ne connaissiez pas. Évidemment, excusez-moi. Et le sel de Guérande, c'est une histoire bretonne. Voilà. Et le sel attique, c'est le raffinement spirituel dans toute sa splendeur. Voilà. Bravo, Monsieur Galabru. Bravo, Michel. Lorsque la Grèce est un champ de carnage, quand on égorge les maris, pom, 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 tu vis heureux dans ton ménage. Tu vis... Non, c'est pas ça? Si, c'est ça. Ah oui, c'est ça. La belle Hélène. La belle Hélène, oui, le sel. Attique, la Grèce. Voilà. Ouais. C'est une bonne poire. La Grèce doit. Ça m'est revenu d'un coup. Madame Grandrue demande... Alors bon, Tout le monde y passe. Quel est l'animal qui, pour séduire sa femelle, lui envoie un jet d'urine? Michel Galabru. C'est pas croyable d'entendre ça. Le bouc. Non. Le lama. Non, il crache le lama. Non. Ça commençait bien. Le putois, non? Non. Le lapin. Le lapin. Petit lapin. Elle en a connu le lapin. Il tape des pattes. Et il tape de la patte arrière. Oui. Ah oui. Alors là, la lapine se dresse, enfin les oreilles de la lapine se dressent, et elle se dit, oh, il est amoureux celui-là. Ah oui. Il y avait le Brel qui faisait ça, qui pissait comme on pleure sur les femmes infidèles. Oui, à Amsterdam. Et c'est comme moi en voiture, ça dure 3 secondes. Oui, le coup du lapin. Ah oui, le coup du lapin, il est bien connu. Ah oui. Je précise en voiture, quand même. Mais pourquoi il fait ça? C'est pas parce qu'il est macho, le lapin. C'est pour arroser, marquer son territoire. Arroser l'occasion. Exactement. Et s'aérer les glandes. Après, il peut envoyer la purée. Oh, c'est chic. Oh là là Là, on ça revient me chez lui Flodor complet. tout de suite. Moi qui ai connu la princesse de Clèves, C'est pas le même répertoire. Non, mais c'est la dimension olfactive de la séduction amoureuse. Mais nous sécrétons tous des odeurs et qui sont très importantes dans la plus vie. ou moins agréable parfois. Non, mais peu importe. Ça nous guide, ça nous aide. Oui. Mais enfin, il y a des fois, ça sent mauvais. Si le lapin a mangé des asperges avant, je plains la lapine. Surtout qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a en plus de tout ça des phéromones. Oui, des phéromones. c'est quoi des phéromones? Ce sont des effluves sexuels. Plus des ondes, des ondes magnétiques que nous Vous mettez émettons. 3 lapines autour d'une pissotière, ça fait une partouze. Si, c'est ce que vous nous avez dit. Non, la lapine est attirée par l'odeur de la pisse. Voilà. Non, je dis que c'est la nature qui a voulu bien ça. sûr, c'est la nature. Bon, elle regarde pas Canal+, la lapine. Il n'y a pas besoin de regarder Canal Plus pour pisser. Non. Et même plus parce que la télé fait assez chier. Mais Et jusqu'à 18h, spécial 25 ans de grosses têtes enregistrées à Bobino. Question de Madame Vinaigre d'Orléans. Elle me tape de mots. Elle va être salée, votre question? Non, c'est une des grosses huiles. Et justement, elle se réfère au film de Claude Chabrol, Le poulet au vinaigre. Ah oui. Et elle vous demande, dans ce film,
quel est le plat favori de l'inspecteur Lavardin? Ce sont les œufs au plat au paprika. Ce sont les œufs sur le plat au paprika. Je ne m'en souvenais pas du tout. Là. Hein? Ah oui. Non, je dis bravo parce qu'honnêtement, je m'en souvenais pas. C'était Jean Poiret qui donnait la recette. Ben c'est ça, c'est la culture olfactique, comme on dit. Non, après, je m'en suis fait. Qui est un plat préféré de Chabrol. Oui. Oui. Ah, c'est très beau, ça, dis donc. Bravo. C'est Monsieur Perroni qui l'a trouvé. Oui. Et tu en as fait, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu es de la même famille que la bière, Perroni? Il y a une très bonne... En Italie, oui. Ah oui. Moi, je dis toujours, je suis l'héritier de la... C'est la Cronenbourg italienne. Ah oui, quoi. dis donc, tu dois être fortuné, alors. Pas du tout, je touche rien. Je bois, hélas. T'as bu ton fond? Retour de Gorbatchev dans l'actualité. Là, on parlait de boisson, il a une tache de vin. Démarche curieuse. Ouais. Ça doit être votre soviétique favori, Monsieur Perroni. Il a une tache de vin sur le crâne. Et attendez, lui, il avait une tache de vin et Helsinki la buvait. Oui. Après, à la suite. Alors lui, il propose de faire enfin, avec un certain retard, des funérailles orthodoxes à Lénine. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, la Russe, la princesse? Non, d'abord, faites-moi plaisir, dites Gorbatchev. Gorbatchev. Si ça peut te parce faire que plaisir. tout le monde le dit maintenant, tout le monde prononce bien. Ouais. Mais c'est une vieille histoire, l'histoire des funérailles de Lénine. Est-ce qu'il faut l'enlever, est-ce qu'il faut pas l'enlever, est-ce qu'il faut le mettre? Non, mais Est-ce qu'il faut l'enterrer? Il avait demandé par testament, lui-même. Oui, à être alors, c'est ça enterré. l'histoire. Ah bon, il avait demandé. Alors, est-ce qu'on voilà. obéit à son testament ou... Voilà. En général, la dernière Mais moi, volonté... je pense que quand même, il a marqué l'histoire pour autre chose. Ouais. Je pense qu'il faut le laisser dans son jus, si je peux dire. Ouais. Il y a que s'ils exhument à nouveau Yves Montand, ils pourraient faire un doublé. Oui. On pourrait faire Lénine Montand en même temps. Lénine Montand, mais oui, madame. C'est Ils ont été canonisés. Dernière citation de Madame Mabrouk. Oui. Qui a dit: j'ai beau lire et relire les 10 commandements qu'a dicté Yahvé à Moïse, je n'y trouve pas, tu ne stationneras pas si tu ne mets pas d'argent dans le parc-mètre. Woody Allen. Woody Allen. Ouais. Excellente réponse d'Éric Lozérias. Merci à ces 10 grosses têtes exceptionnelles d'avoir été avec nous à Bobino. Et si vous le voulez bien, à demain.